bonjour à tous. Donc avec Muriel, on va prendre un temps. Là, il nous avait laissé un temps d'1h20 pour partager un peu les résultats de ce Lab du sens collectif, puisque du coup, comme on vous l'a dit à l'entrée, on a passé 3 ateliers sur 3 territoires différents. Alors déjà, est-ce que tout le monde s'est doté de son petit livret de restitution? Est-ce que tout le monde l'a lu au moins 2 fois? Est-ce que tout le monde en a retenu au moins la moitié? Bon, si ce n'est pas le cas, on va tenter de faire une restitution accélérée, en tout cas une synthèse de ce qu'il y a dans ce petit livret. D'abord, Lab du sens collectif. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler des questions du Lab. Peut-être vous avez même participé à ces ateliers du Lab, mais je sais que tous ceux qui sont ici n'ont pas participé à ces labs. Effectivement, vous entendez parler de Fab Lab dans le numérique, vous entendez parler de Living Lab dans l'innovation, même de Civic Lab sur des questions de service public, etc. Et c'est vrai qu'on s'est un peu inspiré de toutes ces formes de labs. En tout cas, un des points communs de ces labs au Lab du sens collectif, c'est la question de la co-construction. Effectivement, notre lab, il est avant tout un moment de rencontre, avec les acteurs, avec les territoires, entre les personnes. Et c'est la raison pour laquelle cette année, dans ce livret de restitution, vous verrez à plusieurs reprises des anecdotes de rencontres. On a voulu souligner les temps où les gens ont discuté, ont partagé, ont appris les uns les autres, et je reviendrai sur cette question du co-apprentissage. Il n'est pas seulement un moment de rencontre, il est aussi un temps de passage à l'action, puisqu'on va partager des questions d'innovation, au moins de solutions imaginées par différents groupes. Alors on a sélectionné quelques-unes parce que vous vous rendez compte, avec 200 participants sur 3 territoires différents, il y a eu une trentaine de solutions qui ont été partagées sur l'ensemble du territoire. Et donc là, on va en mettre en avant 3 cet après-midi. Alors l'idée de départ de ce lab, c'était se faire rencontrer les personnes. Alors, et les personnes, pas seulement dans leur rôle, mais aussi dans ce qu'ils sont. Une dame sur le Lab du sens collectif à Niort me disait « Ah ben c'était super, j'ai même rencontré un monsieur qui connaissait ma voisine parce qu'ils font de la gym ensemble. » Cette anecdote elle est intéressante parce qu'en fait, ce que retient la personne à ce moment-là, en tout cas quand elle me parle, elle me dit « C'est pas le fait d'avoir appris des choses, c'est pas le fait d'avoir créé des solutions, c'est le fait d'avoir rencontré une personne qui connaît une autre personne et que je connais aussi. » Et donc, ben, on s'est rencontrés, tout simplement. Et ça, effectivement, ça fait partie des premiers résultats qu'on a observés sur les questions de la rencontre. Alors, au-delà du faire ensemble, ce qu'on a observé sur cette édition 2025, c'est la question d'apprendre ensemble. Et c'est la logique du passage de la collaboration à la coopération. Cette question de la coopération, on va en parler à plusieurs reprises. On a, je ne sais pas si vous les connaissez, mais Anne et Patrick Beauvillard, qui sont des chercheurs qui ont travaillé sur les questions de la coopération, qui nous disent que la coopération naît et s'entretient avec les personnes. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est faire naître cette coopération dans ces différents labs du sens collectif, chose à travers, en tout cas, ce que nous dit cette dame, qui a dû se produire. C'est aussi la raison pour laquelle on parlera dans une table spécifiquement sur la coopération que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis, la deuxième chose, on a invité aussi Jean-Luc Brustis à nous parler de l'intergénérationnel. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, et vous en avez largement parlé, Nadia, l'importance de l'intergénération. Effectivement, on se rend bien compte que les jeunes sont aussi légitimes pour parler des vieux. Parce qu'ils vivent avec eux, ils sont des grands-parents, ils les croisent à la boulangerie, ils vont parfois les visiter à l'EHPAD, etc. Et donc ils ont une légitimité pour ça. Alors bien sûr, les professionnels, tous les professionnels de santé ou tous les professionnels qui accompagnent la vieillesse, bien sûr, vous êtes aussi légitimes par votre travail et votre expertise professionnelle. Et puis, les troisièmes acteurs qu'on a invités, et on les invitera aussi à notre table ronde tout à l'heure, ce sont bien sûr les seniors, puisque qui mieux que les seniors pour parler de la vieillesse, et donc c'est aussi un des éléments qu'on partagera tout à l'heure, l'importance de l'intergénérationnel pour partager cette légitimité autour des questions de la prévention. Avant de laisser la parole à une autre table tout à l'heure, Muriel, je te laisse le temps de partager notre thématique qu'on a choisie cette année sur la prévention. Merci Nicolas.
Alors effectivement, on a beaucoup réfléchi. L'année dernière, pour ceux qui nous sont fidèles, on avait eu une thématique autour de, finalement, quand je vieillis, j'ai des besoins qui sont très particuliers, très singuliers, et comment la collectivité peut y répondre. Donc on avait déjà beaucoup travaillé sur la solidarité intergénérationnelle, par exemple, sur toutes ces questions d'entraide entre les générations. Et puis cette année, on s'est dit, mais il y a un thème qui peut être très fédérateur aussi, et sur lequel on n'est pas spécialement bon en France, c'est celui de la prévention. Donc depuis tout à l'heure, on tourne un petit peu autour. Donc vous, Nadia, pardon, votre idée, c'est de dire finalement la prévention, c'est plein de choses qu'il faut mixer pour que ça fonctionne. D'autres vont nous dire, bah oui, mais il y a de la prévention santé qui est beaucoup plus prioritaire. Et puis on a entendu aussi les mots isolement qui sont revenus beaucoup dans nos différents ateliers, se disant que finalement l'isolement social, c'était quasiment la clé de tout. Et qu'une personne isolée qui n'avait pas de possibilité d'aller vers les autres, de partager, finalement, elle n'avait accès à rien et encore moins à la prévention. La prévention, on le sait tous, hein, ça vise à accroître nos chances de rester en bonne santé, d'être bien avec les autres, d'être dans la vie plutôt active. Et pour autant, on sait que la France n'a pas vraiment une culture de la prévention, mais plutôt une approche curative. On est malade, on va soigner. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que la maladie ralentisse ou n'arrive pas? Là, on est un petit peu moins bon. Si on regarde l'espérance de vie à la naissance, on est au 2e rang de l'Union européenne, ce qui est plutôt pas mal. Pour l'espérance de vie, par exemple, des femmes, seule l'Espagne fait mieux que nous. Mais si on regarde l'espérance de vie sans incapacité, là, on dégringole au 10e rang, bien loin derrière la Suède, par exemple. Alors comment est-ce qu'on peut faire une véritable révolution de la prévention qui ferait résolument passer notre système et nos pratiques d'une approche curative à une approche préventive? On a entendu, hein, j'ai pris des notes pendant votre intervention, on a entendu des mots comme désir, envie, collaboration, coopération, un ensemble de sujets à traiter, décloisonner. Là, on sent bien qu'on va toucher à plein de domaines qui sont différents. Les âges, on en a parlé, le rythme est différent. Et effectivement, il faut qu'on réfléchisse ensemble à ces questions-là, parce qu'effectivement, on n'est vraiment pas très bon dans ce domaine-là. Près de la moitié des Français se sont concernés par des problèmes de sommeil ou d'anxiété, par exemple. 4 Français sur 10 sont exposés à la sédentarité, à une alimentation déséquilibrée. Près de 3 Français sur 10 se voient exposés à des risques pour leur santé mentale, dépression, burn-out, épuisement professionnel ou isolement social. Pour autant, moins d'1 Français sur 2 déclare mettre en pratique d'autres comportements préventifs que la limitation de consommation de tabac et d'alcool et l'entretien d'une vie sociale et de loisirs. Il déclare privilégier le plaisir immédiat plutôt qu'adopter des comportements de prévention qui sont perçus souvent comme une contrainte. La prévention en matière de santé, on le voit bien, elle est complexe. Elle repose à la fois sur plein de piliers, sur la sensibilisation et l'implication de chaque individu, la formation aussi de l'ensemble des professionnels concernés, mais la promotion par la collectivité de comportements favorables à une bonne santé, elle doit s'adresser et être utile à tous. Donc ça a été notre fil rouge sur l'ensemble de ces sessions, et on va maintenant donner la parole à 2 acteurs qui vont nous expliquer comment est-ce que chez eux, la prévention, elle se finance, elle se vit et elle se réfléchit à leur niveau. Effectivement, Nadia, vous nous avez invité à changer de paradigme. Et effectivement, on va parler d'économie. Le financement de la santé, il repose principalement sur la maladie. Vous avez commencé à le dire, effectivement. Les médecins existent parce que vous êtes malade, les kinés existent parce que vous vous blessez. En tout cas, gagnent de l'argent plutôt. Les pharmaciens aussi existent parce que vous achetez des médicaments, vous achetez des crèmes, etc. Mais est-ce que, d'ailleurs, nous savons évaluer le coût d'une chute, le coût de la perte d'autonomie, la mort sociale de certaines personnes isolées. Mais savons-nous évaluer le coût de ce qui n'arrive pas? Le coût de la prévention? L'économie de la prévention? Existait-il une économie de la prévention, justement? La prévention, c'est un territoire qui est partagé par les puissances publiques. On va en entendre un bout, les collectivités territoriales, la protection sociale, mais aussi par les entreprises,
les acteurs socio-économiques, les associations, et donc tous ces acteurs qui font l'économie. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on a souhaité inviter deux représentants, un représentant des collectivités territoriales qui est monsieur Romain Dost, je vous invite à me rejoindre, qui est vice-président de la Gironde à la politique des aînés au lien intergénérationnel, vous pouvez l'applaudir. Et Magali Doré, pour ne pas écorcher son poste, qui est responsable développement action sociale Aquitaine AG2R. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler un petit peu de sous parce qu'on sait très bien que les actions se font aussi avec de l'argent et on sait que un de vos rôles est celui-ci. Le département en première ligne, il agit, il finance, il coordonne, il dialogue avec les instances nationales comme la CNSA. Il est le lien entre les habitants et les dispositifs nationaux. Alors peut-être pour commencer, vous, monsieur Dost, j'ai deux grosses questions. La première, c'est comment pouvez-vous nous dire comment et à travers quel dispositif le Conseil départemental de la Gironde soutient concrètement la prévention de la perte d'autonomie? Alors c'est peut-être une première question qui est très pragmatique, très concrète. Et une question peut-être un peu plus large, c'est quel est aujourd'hui pour vous le rôle du département, alors celui du département de la Gironde, dans l'économie de la prévention et notamment dans le dialogue avec la CNSA? Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais effectivement parler et répondre à vos questions, mais je ne parlerai pas forcément que du volet économique. Je vais essayer aussi d'avoir une réflexion un peu plus large sur la prévention. C'est vrai que les questions économiques en ce moment, ce n'est pas les plus drôles à aborder. Mais non, mais parenthèse fermée, je vais me plier malgré tout à l'exercice. Donc déjà, comment les départements finance la prévention? Le principal outil, c'est un outil qui est un outil partagé. Je trouve que d'ailleurs, le fait que ce soit de base un outil partagé, ça va dans le bon sens et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut aller plus loin encore. C'est donc la commission des financeurs qui est donc un outil qui est partagé avec l'ARS, la CARSAT, la MSA, l'Union des CCAS également. Donc un outil assez large qui permet de financer comme ça. On a une représentante d'ailleurs de la commission des financeurs dans la salle et qui permet de financer des activités donc, qui sont proactives, c'est-à-dire que ce sont des associations en lien avec des établissements médico-sociaux ou des structures d'aide à domicile qui vont proposer des actions de prévention de perte contre l'autonomie. C'est l'outil vraiment principal qui nous permet d'accompagner cette politique de prévention. Je disais tout à l'heure qu'on a des réflexions parce qu'on essaie de plus en plus de lier finalement ce volet qui, comme je le disais, est tout à fait à l'initiative de structures qui sont de nature différente. Ça peut être à la fois du sport santé, des activités liées à l'alimentation, des activités liées à la lutte contre l'isolement des personnes âgées, considérant que l'isolement social est aussi un phénomène majeur de perte de l'autonomie. On l'observe, on sait que ça a des conséquences très directes sur à la fois le développement des maladies neuroévolutives, mais aussi des conséquences sur l'état de santé physique direct, y compris sur le fonctionnement du corps, etc. Donc la lutte contre l'isolement est aussi au cœur de cette commission des financeurs. Et nous, ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est de lier les actions de cette commission des financeurs au plan individuel. Nous, ce qu'on aimerait, c'est considérer qu'aujourd'hui, et ça c'est un premier élément, me semble-t-il, de réponse à votre question sur comment on finance les politiques de prévention. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment passer d'une logique d'accompagnement individuel à une logique de projet de vie. Aujourd'hui, quand vous commencez à avoir des signes de perte d'autonomie, on va avoir une évaluatrice, un évaluateur qui va venir, qui va identifier justement à travers la grille Agir votre niveau de perte d'autonomie et tout va se baser autour de ça. Et puis à côté, vous avez la commission des financeurs qui se fait finalement sans véritable lien. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment arriver à relier les deux, c'est-à-dire faire en sorte que dans
les plans individuels, qui aujourd'hui passent par de l'APA essentiellement, on puisse aussi avoir un lien beaucoup plus fort avec les actions de la commission des financeurs. Pour le dire autrement, c'est de dire, ben voilà, on considère que la personne, son problème principal, entre guillemets, en tout cas le risque principal en matière de prévention, c'est le fait qu'elle n'ait pas de véritable écosystème social autour d'elle. C'est de dire comment on va pouvoir la raccrocher à des activités de cette commission des financeurs ou des activités qui ne sont pas de la commission des financeurs mais qui se passent dans son quartier en lien avec des partenaires communaux, sportifs, associatifs. Et donc vraiment faire ce lien. Et je pense que si on arrive à faire ça, déjà ça sera un très grand pas en matière de passage d'une logique purement individuelle à une logique de projet de vie. Et pour moi, c'est absolument clé dans la suite des années à venir. On sait qu'il y a un vieillissement de la population avec 2 fois plus de personnes âgées dépendantes à venir à l'horizon 2050. Donc on sait qu'il y aura aussi un besoin d'accompagnement individuel plus grand. Mais pour y répondre, à mon avis, il faut justement repousser au maximum le moment où justement l'état de santé commence à chuter et mutualiser. Donc pour moi, c'est les 2 grands axes. C'est la mutualisation de certaines activités qui sont aujourd'hui faites de façon individuelle. Et ensuite, c'est de repousser l'âge justement de la perte d'autonomie. Donc voilà, l'outil principal, c'est la commission des financeurs. Nous, ce qu'on aimerait, c'est le relier beaucoup plus aux plans individuels qui sont menés à travers l'APA essentiellement. Et puis après, jouer sur le cadre de vie, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. On a mis en place notamment la semaine de lutte contre l'isolement dans ce sens-là aussi, pour faciliter le repérage des personnes. On sait que voilà, une personne, quand elle est dans un environnement social, le risque de la perte d'autonomie baisse assez considérablement. Donc il y a besoin de mettre en place aussi cette culture du repérage. L'autre chantier qu'on met en place, c'est celui du service public départemental de l'autonomie, qui relève de la même idée, c'est-à-dire comment on arrive à construire un écosystème autour de la personne et comment l'ensemble des partenaires, non plus justement que le département qui intervient sur un certain champ, les mutuelles, la CARSAT, l'ensemble des opérateurs agissants qui interviennent sur une dimension spécifique, c'est comment on arrive tous ensemble, institutionnels, associatifs, à construire ce projet de vie pour la personne et avoir une logique beaucoup plus collective autour de la personne. Alors merci beaucoup. Déjà, effectivement, sur la partie collective, on voit beaucoup les départements, par le biais des commissions des financeurs, travailler sur cette question du collectif. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites sur le lien entre l'APA et la conférence des financeurs, parce qu'effectivement, on voit cette dimension individuelle qui pourrait évoluer vers quelque chose de collectif. La question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes en train de nous dire potentiellement que l'APA aussi pourrait servir sur des questions de prévention individuelle, ou est-ce que l'APA est encore cantonnée à ce que c'est déjà un peu aujourd'hui ? Oui, c'est une bonne question. C'est déjà un peu le cas en réalité, puisque notamment pour les JR5-6, le fait qu'il y ait une personne qui puisse venir au plus près de la personne d'une personne aidée, c'est déjà une façon de faire de la prévention en soi, puisque une aide à domicile qui vient, une auxiliaire de vie, c'est déjà un peu de lutte contre l'isolement. Je dis un peu, mais beaucoup de lutte contre l'isolement. C'est des gestes aussi du quotidien qui permettent, malgré tout, qui contribuent à ralentir justement la perte d'autonomie. Donc on est déjà là-dedans. Enfin, l'APA sert à ça. L'idée, c'est d'arriver encore mieux à lier les 2 outils, APA et commission des financeurs, un peu dans cet esprit-là, pour recréer du collectif et pas uniquement un accompagnement individuel. L'autre piste, c'est de mutualiser aussi, me semble-t-il, certaines pratiques d'APA. Ça commence à être fait en résidence autonomie, notamment, ou dans des habitats partagés. C'est-à-dire comment on arrive à avoir des actions groupées et non plus forcément individualisées. Mais ça, je pense que c'est des vraies pistes, à la fois économiques, mais à la fois sanitaires ou sociales, médico-sociales, tout simplement. Puisqu'à mon avis, c'est vraiment bénéfique pour les personnes de plutôt agir en groupe que toujours de façon individualisée. Donc là, c'est à mon avis une vraie piste de réflexion qui est à la fois économique
et puis médico-social. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans le cadre du PLFSS, il y a un amendement qui passe, qui vise aussi, en tout cas c'est la proposition qui est faite, à expérimenter au sein de 3 départements. Je pense qu'on fera partie en tout cas des départements qui demanderont à expérimenter, mais qui demandent à dépasser aussi d'une certaine façon la grille Agir, considérant que la grille Agir, qui est un bon outil, qui a permis une avancée, mais qui est quand même très médicalisé et qui ne prend pas justement suffisamment en considération l'environnement des personnes. Ça aussi, je pense que c'est un vrai axe de progression, c'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que la grille Agir ou l'outil qui permet justement de mesurer la perte d'autonomie des personnes, déjà ne soit pas que négatif, parce que vous voyez, je viens de le faire, et parce que l'outil est construit comme ça, c'est-à-dire qu'on mesure la perte d'autonomie, non, c'est plutôt comment on arrive à voir l'autonomie qui reste à la personne. Je pense que ça serait déjà beaucoup mieux. Et puis comment on arrive à mesurer l'environnement autour de la personne, c'est-à-dire comment on arrive à non pas simplement à voir si physiquement elle a telle ou telle carence, mais plutôt de se dire, tiens, à côté d'elle, il y a tel club de sport, il y a un club de théâtre, ça tombe bien, elle aime bien le théâtre, et comment en fait on prend en compte tout ça en se disant, peut-être que la solution, elle sera aussi là, et d'ailleurs, ça me fait penser que si on en arrive à cette logique-là, on serait aussi beaucoup moins en silo et on prendrait aussi en compte beaucoup plus la valeur justement de ces clubs de sport, la valeur de ces acteurs culturels, opérateurs culturels qui, sans le dire, font en fait de la prévention de perte contre l'autonomie, ce qui n'est pas du tout mis en valeur. Enfin, objectivement, il n'y a pas de critère qui permet de dire un club de sport à une rétribution spéciale parce qu'il fait de la prévention, hormis justement dispositifs comme la commission des financeurs. Mais ça serait vraiment intéressant aussi d'avoir une vraie reconnaissance de la valeur sociétale et médico-sociale de l'ensemble de ces opérateurs qui, sans le dire aussi, permettent de retarder l'autonomie des personnes. Merci beaucoup. Je vais voir en fonction du temps, peut-être je reposerai une autre petite question. Avant, je veux bien laisser la parole donc à Magali Doré. Effectivement, les groupes de protection sociale, ils jouent un rôle aussi déterminant en tant qu'acteurs privés. Ils innovent, ils accompagnent des publics fragiles. Ils poussent aussi leur vision. On a parlé notamment sur la question de l'évaluation. Peut-être que vous allez y revenir. Effectivement, alors on n'a pas parlé de chiffres, mais c'est des sommes qui sont conséquentes, que ce soit à l'échelle d'un département, mais aussi, j'imagine, à l'échelle d'un groupe de protection sociale. Comment on mesure cet impact, ces effets des différentes actions que vous réalisez? Alors peut-être une question d'abord, encore une fois, plus pragmatique. Comment AG2R mondiale soutient-elle aujourd'hui la prévention et au-delà, encore une fois, des assurés, bien sûr? Alors effectivement, nous, en tant que groupe de protection sociale, on agit sur plusieurs tableaux. On l'a dit tout à l'heure, en fait, la prévention, c'est pas seulement une histoire de seniors. On ne s'intéresse pas à la prévention. Alors c'est toujours bien de s'y intéresser à 75 ans et plus, mais si on commence plus tôt, c'est encore mieux. Donc dans notre groupe, en tout cas, on va contacter les entreprises. Et on aide les entreprises et les salariés déjà sur toutes les questions de prévention. Donc on parle bien entendu le bien vieillir. Sur l'aide aux aidants salariés, là on vient de sortir une étude qui est sortie il y a 15 jours où le phénomène s'accélère puisqu'aujourd'hui on est à 1 salarié sur 3 qui se déclare aidant, avec près de 70% des personnes qui déclarent avoir des difficultés à maintenir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc la question de prévention, elle se joue déjà là. Donc bien sûr, on travaille sur la QVCT, les TMS, la parentalité, la santé mentale, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la préparation à la retraite et comment on mobilise aussi les personnes de plus de 50 ans à aller jusqu'au bout de leur carrière. Et il y a un enjeu aujourd'hui au niveau de la transmission des savoirs dans l'entreprise et valoriser aussi la personne. Et là, on soutient une start-up bordelaise ESUS qui s'appelle WeLife, et avec laquelle on développe un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour faciliter la transmission des savoirs dans l'entreprise et mettre en valeur justement les seniors et tout ce savoir
qui part avec une personne qui part à la retraite lorsqu'elle n'est pas préparée. Et puis, on est aussi assureur. Donc, en tant qu'assureur, on a un enjeu économique aussi, bien sûr, à parler de prévention, puisqu'on vend des contrats santé et prévoyance. Et effectivement, si les contrats santé sont équilibrés, c'est un facteur de fidélisation pour nos clients, bien entendu. On est un groupe paritaire et mutualiste et on a la chance d'avoir de l'action sociale. Et ça, c'est une particularité qu'ont pas les autres assureurs. Chez AG2R La Mondiale, c'est 80 millions d'euros par an sur des projets d'action sociale. Donc on travaille, vous l'aurez compris, je vous l'ai dit, sur le bien vieillir, sur les aidants familiaux et les aidants professionnels. Mais ça a été dit tout à l'heure, pour nous, la prévention maintenant au niveau des retraités, une fois qu'on a parlé des salariés, c'est pas seulement leur bien-être physique. Je crois que c'est l'étude d'Harvard, il me semble que c'est Harvard qui a été menée sur 80 ans et qui dit que le secret pour être heureux et bien vieillir, c'est d'avoir des interactions sociales. Bon, évidemment, si on bouge un peu, c'est pas mal. Si on mange correctement, c'est encore mieux. Mais en fait, si on a ces 3 facteurs-là, on a toutes les chances en fait, de pouvoir vieillir en bonne santé. Parce que c'est ça qui nous intéresse et ce qui intéresse les gens et les seniors, c'est rester le plus longtemps possible en autonomie, mais surtout, si possible, chez soi. Et donc, c'est là où nous, on essaie aussi de coordonner donc par notre action sociale individuelle, mais de s'appuyer aussi sur tous les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire, tous les métiers du care en ruralité notamment, les CCAS, les aides à domicile, les associations avec lesquelles on travaille, qui développent des projets. On peut parler, on ne va pas faire que de la pub pour eux, sentez-vous, mais on a Actiduo, on a, je vois Vanessa, on travaille avec le projet Carévie, voit des lunettes immersives. Enfin bon, il y a plein en fait comme ça de projets innovants qui nous permettent de nous appuyer sur les territoires, de financer des structures de territoire et donc de pouvoir créer de l'emploi aussi sur les territoires, tout en étant tourné vers de la prévention globale. C'est-à-dire quand on a nous un client qui se retrouve en difficulté, on ne va pas simplement regarder s'il est bien dans son corps, s'il a fait son bilan de prévention, on va regarder est-ce que la question de la mobilité, elle est OK? Est-ce qu'il il a des interactions sociales? Donc on travaille aussi avec Mona Lisa au niveau France pour lutter contre l'isolement. Donc c'est tout l'environnement et pas seulement le bien-être physique qui travaille. Alors on travaille actuellement avec Allogia sur une solution qui s'appelle Revelcare. Donc c'est un algorithme très très poussé et qui permet de déterminer le degré de fragilité des populations sur des territoires. Et nous, ça nous permet, on parle de prévention, mais justement de prévenir. Et pas d'être là en curatif, comme le disait Muriel, mais d'essayer effectivement de contacter nos clients dès lors qu'on a identifié les fragilités et de pouvoir aller les voir en amont. Parce que c'est souvent les plus fragiles qui demandent le moins. Parce que c'est souvent ceux qui, malheureusement, n'ont pas accès aux droits. On est en face à l'illettrisme, on est à la ruralité, on est voilà. Donc en général, il y a tous ces facteurs qui se cumulent et qui font que la fragilité, elle est d'autant plus importante. Donc l'accès aux droits, ça fait aussi pour nous partie de la prévention. Et je vais vous donner quelques exemples parce que notre mission, nous, c'est d'essayer de trouver des projets innovants. Alors quand on dit innovant, on n'invente pas le fil à couper le beurre. L'idée, c'est de trouver des choses qui soient utiles sur les territoires et qui n'ont pas été faites et qui puissent être essaimables. Alors, on a lancé il y a quelques années maintenant avec l'association Didam donc des ateliers sur la ménopause et la périménopause. Alors, on accompagne des salariés sur un temps long, pendant à peu près 3 mois, en Teams, et on s'est dit, on va aller voir les retraités. Donc, c'est des femmes qui sont ménopausées depuis 20-30 ans. Mais ce qu'on a oublié, c'est que la ménopause chez les femmes, ça dure 30-40 ans. Et on a eu un succès fou lorsqu'on a parlé de ménopause à ces femmes seniors. Parce que c'est une génération dans laquelle on n'en parlait pas, c'est une génération qui est aujourd'hui fragilisée en termes cardiovasculaires. Et malheureusement, aujourd'hui, alors moi je ne suis pas médecin, mais en tout cas, on a appris au forum qu'a organisé Didam donc que des femmes ménopausées développent en fait des pathologies particulières au niveau cardiaque, et que la plupart des médecins en urgence ne sont pas formés. Et donc, entre un homme et une femme qui arrivent pour des problèmes cardiaques aux urgences, les femmes
ont plus de chances, malheureusement, de malchance de ne pas s'en sortir par rapport aux hommes parce que les médecins ne sont pas formés. Voilà, faut que j'accélère, c'est ça ? Oui, si même tu pouvais réussir à conclure, ça serait même parfait. Ah ouais, d'accord. Donc, alors, je vais vous passer tous les exemples qu'on fait, mais je rebondis quand même parce que j'ai pas lu tout le livret, voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait des baltrades qui avaient été prévues en EHPAD, et nous, avec Ressentez-vous, on lance un projet pilote en ruralité sur les balles. Parce que quand on dit aux seniors, il faut absolument que vous vieillissez bien, alors il faut que vous soyez en jogging, que vous fassiez le tour de chaise, enfin moi ça ne donne pas du tout envie. Et on s'est dit qu'on allait les inviter à faire des balles, à danser, en finançant notamment des aides à domicile pour aller chercher les publics les plus fragiles, ceux qui ne viennent plus au bal. Et on s'est dit qu'on allait faire ça pendant 1 an. Et donc j'arrive à la conclusion rapidement, c'est que... Du coup, pour nous, la prévention, vous l'avez dit, mais en fait, ça doit être ludique. Il faut qu'on ait envie de faire de la prévention. Il ne faut pas que ce soit une injonction à bien vieillir. On n'a pas forcément envie de bien vieillir, on a juste envie de passer du bon moment avec sa famille et de vieillir ensemble et en bonne santé et chez soi. Donc l'injonction au bien vieillir, elle doit passer par le ludique, mais elle doit aussi passer par le temps long. Donc qu'on vienne juste faire un atelier 1 semaine et ensuite qu'on s'en aille, ça ne sert à rien. Il faut s'inscrire sur un territoire, il faut créer des relations sociales, il faut créer des liens avec les associations pour que quand des projets qu'on finance sur les territoires, nous on part, puisqu'il faut qu'on aille ailleurs, eh ben, les liens ils existent et ils puissent vivre sans nous. Voilà. J'ai conclu. En fait, AG2R, la mondiale, était déjà en avance sur l'Lab du sens collectif 2025. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. En tout cas, merci beaucoup. On le finance d'ailleurs. Je sais bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir éclairés sur ces enjeux économiques de la prévention.